Dans la vie, certaines personnes se dépassent pendant que d'autres se font dépasser. Bienvenue sur Obsession Progression, le podcast des compétiteurs qui sont obsessifs de l'amélioration. Je m'appelle Nathan Delacoste, je suis préparateur mental spécialisé dans les sports extrêmes. J'accompagne surtout des athlètes internationaux comme les skieurs et snowboarders en équipe de France. Dans ce podcast, je partage les coulisses des séances et des prises de conscience avec l'intention d'emmener votre mental au plus haut niveau en entraînant l'humain derrière la machine. Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours d'avant-match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par Ready to Rock. Quelles sont les normes de performance dans ta discipline et comment est-ce que ça influence ta peur de l'échec? Aujourd'hui, j'avais une séance avec un skieur qui fait des podiums en Coupe du Monde de ski de boss. Et en fait, j'ai envie de te partager un échange intéressant qu'on a eu dans lequel on se demandait, tiens, mais de quelle manière, en fait, est-ce qu'on évalue si quelque chose est un échec ou non, si quelque chose est raté ou non, si quelque chose ne convient pas ou convient? Et ce que je veux dire par là, c'est que selon les domaines de vie dans lesquels tu te situes, parfois, il va falloir avoir 100% de réussite pour qu'on puisse considérer que les choses sont normales, alors que dans d'autres domaines, si tu as par exemple 10% de réussite, ça va être tout à fait acceptable. Et je vais te donner plusieurs exemples. Mais avant, laisse-moi te dire pourquoi ce dont on parle dans ce podcast est vraiment important. Parce que ce que tu définis comme étant la norme, ce que tu définis comme étant le pourcentage de réussite obligatoire sinon il y a un problème, eh bien ça va modifier comment est-ce que tu perçois s'il y a un problème ou non. Et évidemment, en fonction de si tu perçois qu'il y a un problème ou pas, ben ça va créer chez toi un certain nombre d'émotions, de frustrations, d'insatisfaction, etc. Alors, prenons des domaines dans lesquels le 100% est la norme. Imaginons, j'en ai fait une récemment, tu vas à l'hôpital et tu fais une anesthésie générale pour une opération, moi j'ai fait l'épaule, mais il y a les dents de sagesse, etc. J'imagine que 100% de réussite, c'est-à-dire 100% des patients se réveillent après l'anesthésie générale, 100% de réussite, c'est la norme. Ou peut-être 99,5%. Je connais pas exactement les stats, mais regarde dans ton entourage. Il y a quand même peu de gens qui se sont pas réveillés après une anesthésie générale. Et on a beaucoup moins peur de pas se réveiller d'une anesthésie générale que ce qu'on sait qu'il y a de chances de rater un tir à 3 points au basket. Même au plus haut niveau international au basket, je connais pas exactement les stats. Il faudrait regarder en NBA, ils sont les spécialistes des stats et les entraîneurs de basket, vous pourrez me répondre. Mais peut-être que si tu mets un shoot sur 2, tu fais déjà partie des meilleurs scoreurs de la NBA. Et pourtant, t'en rates quand même 1 sur 2. Vous imaginez un anesthésiste qui rate un patient sur 2 et il y a un des 2 patients qui se réveille pas? Là, il y a absolument un problème. Par contre, un basketteur qui rate 1 fois sur 2, c'est un tueur. Il est top niveau mondial. Attends une seconde, c'est la voix off de Nathan. J'avais terminé d'enregistrer cet épisode que t'es en train d'écouter. Et puis, ça m'embêtait de pas savoir exactement c'est quoi les chiffres en basket, c'est quoi les chiffres de succès en NBA. Alors, je suis allé les chercher. Je suis tombé sur la page Wikipédia qui en parle et je te donne les références maintenant. Tu vois, sur la saison 2022-2023, c'est un gars qui s'appelle Luke Kennard apparemment. Et il est à 49,44% de succès, c'est-à-dire que il a fait 269 shoots à 3 points et il en a marqué seulement 133. Et pourtant, le mec des Grizzlies de Memphis est le leader de celui qui a le plus haut taux de succès sur le tir à 3 points. Et sur les saisons précédentes, l'année d'avant par exemple, 2021-2022, c'était lui aussi avec 44,92%. Et en fait, si tu regardes comme ça dans l'histoire de la NBA, dans les 10 années qui précèdent l'année 2023, il n'y a jamais un mec qui a fini la saison avec plus de 49% de succès sur le tir à 3 points. Même l'un d'entre eux a tiré 449 fois à 3 points et il en a mis que 221. Les gars ne scorent jamais à plus de 50%. La dernière fois, c'était arrivé en 2006-2007 avec Jason Kapono. Et donc là, on parle des meilleurs au monde, en tout cas des meilleurs en NBA. Ils dépassent même pas le 50% de réussite. C'est ça la norme. Allez, retour à l'épisode. Pourtant, on parle de la même chose, on parle du pourcentage de réussite. Mais selon l'activité qu'on fait, il y a une norme tolérable dans le milieu qui est complètement différente. Et en fait, ce milieu, toi, tu vis dedans, t'évolues dedans en tant que sportif, et il peut finir par peser sur toi. Je te donne un exemple. Pour le rider que j'accompagne, qui fait du ski de boss, du coup, et des podiums en Coupe du Monde, il me racontait que l'été, en water jump, il peut mesurer la performance de ses sauts. Et lui, sur une de ses figures, je crois qu'il avait atteint dans l'été, peut-être sur 45 sauts, quelque chose comme, si je me souviens bien,
87% de réussite. À ce moment-là, à 87% de réussite, est-ce qu'on considère qu'il y a un problème de ne pas être à 100%? Ou est-ce qu'on considère que 87% c'est extrêmement bien et qu'il n'est même pas nécessaire d'aller chercher les 13% de plus? Ce que je veux dire par même pas nécessaire, c'est que évidemment dans le domaine du sport de haut niveau, on cherche tout le temps à progresser, à aller plus loin. Mais chaque grain d'énergie qu'on met pour atteindre quelque chose quelque part, on peut pas vraiment le mettre ailleurs. Exemple, lui, s'il voulait être encore plus performant à cette figure-là et plaquer 95% de fois cette figure-là quand il l'envoie, peut-être qu'il faudrait qu'il travaille encore plus sur cette figure au détriment du coup d'autres, puisque le nombre de jours de stage de ski est limité, le nombre de runs par entraînement est limité. Et donc on devrait se demander, c'est quoi le standard, c'est quoi que je cherche à atteindre? Une fois que tes basketteurs, au lancer franc, ils sont capables de mettre, 60% de leur shoot, peut-être que c'est pas la peine de leur faire passer 10 heures par semaine à faire des lancers francs et qu'à la place, tu devrais les faire courir sur le terrain, jouer des systèmes de jeu, etc. D'ailleurs, je crois que certaines équipes de foot ont fini par considérer que les tirs au but, c'était tellement un hasard qu'elles allaient s'entraîner peu à le faire. Pourtant, j'avais vu une stat passer l'autre fois sur les résultats de l'équipe de France au tir au but de football en Coupe du Monde, etc. Là, on a connu l'épisode avec l'Argentine, qui montrait qu'ils étaient moins performants que d'autres nations. Et en fait, ça fait se poser la question de c'est quoi le pourcentage de succès qu'on attend? Et de quelle manière ce pourcentage de succès que j'attends, il détermine comment je me sens par rapport à là où j'en suis. Je vous donne d'autres exemples, cette fois-ci sur le domaine business. Dans l'entrepreneuriat, moi par exemple, quand je veux travailler avec des entraîneurs, une des stratégies qui est en place, c'est les entraîneurs, ils découvrent mon contenu, peut-être comme toi qui est en train d'écouter ce podcast. Et puis ceux qui veulent se former en préparation mentale avec nous, ils prennent un rendez-vous tout simplement. Dans le rendez-vous, on aide tous ceux qui ont pris rendez-vous, on les aide à voir où ils sont aujourd'hui, c'est quoi le point A, c'est quoi le point B qu'ils veulent atteindre, quels obstacles il y a besoin de lever pour y aller, comment s'y prendre pour le faire. Et puis certains d'entre eux vont avoir tellement envie d'avancer sur ce plan d'action qu'ils vont le faire tout seuls de leur côté, et d'autres vont avoir encore plus envie et vont décider pour ça de se faire accompagner. Franchement, moi aujourd'hui, si j'ai un entraîneur sur 2 avec qui je parle qui veut démarrer la formation, c'est vraiment très très bien. Par contre, si j'étais anesthésiste, si j'avais un patient sur 2 qui sort de l'opération, ça serait pas bien du tout, n'est-ce pas? Et je vous donne un autre exemple. Dans le cas des entraîneurs qui prennent rendez-vous avec moi, ils le font avec le lien Calendly sur lequel tu peux cliquer, par exemple, dans la description. Et sur ce lien-là, les gens réservent un créneau qui est disponible dans mon agenda, par exemple mardi à 14h, et on a toujours des gens qui ne viennent pas. Ils se sont inscrits, donc j'ai réservé du temps dans mon agenda, et ils ne viennent pas. Et quand j'en parle avec d'autres entrepreneurs autour de moi qui ont un système similaire dans d'autres types d'entreprises, par exemple, pas forcément du coaching sportif, ça peut être du coaching dans d'autres domaines, ce qu'on observe, c'est que pour tout le monde, tu as environ au moins 10 ou 20% des gens qui feront des no-shows. Ça veut dire qu'ils ne se présentent pas à un rendez-vous auquel ils ont réservé. Et ça serait pareil si j'étais médecin. Si j'étais kiné, probablement que je dois m'attendre sur 30 patients par semaine, chaque semaine, à avoir un nombre incompressible de patients qui ne viennent pas, parce que statistiquement, la vie est faite comme ça, les gens ont des empêchements, etc. Évidemment, si tu as un patient sur 2 qui vient pas, peut-être que c'est le moment, en tant que kiné, de mettre en place un système qui leur envoie un rappel par texto la veille, ou de demander aux gens de s'engager, enfin bref, il peut y avoir différentes choses que tu mets en place. Mais à un certain stade, si tu n'as, moi dans mon cas, si j'ai 90% des gens qui s'inscrivent, qui viennent au rendez-vous, je n'essaye même plus de tout donner dans mon système pour faire en sorte que plus de gens viennent au rendez-vous. J'essaye tout simplement de générer plus de rendez-vous. Par exemple, au lieu de faire des efforts en envoyant des mails aux gens ou en les appelant pour qu'ils viennent, je vais tout simplement créer plus d'épisodes de podcast pour que plus de personnes aient envie de travailler avec nous, tout simplement. Et pourquoi est-ce que tout ce qu'on voit dans cet épisode, c'est important? Parce que il est temps, peut-être, pour toi, de redéfinir c'est quoi la norme pour toi dans ta discipline. Et notamment quand tu te compares à d'autres sports et que tu dis « Ah, mais moi, je devrais faire mieux ». Par exemple, en snowboard freestyle, admettons en halfpipe, il y a 3 runs au niveau international et c'est le meilleur des runs qui compte. Alors que dans d'autres disciplines, c'est pas du tout le cas. Admettons en snowboard freeride, il y a un seul run. Donc si tu tombes, c'est mort. Tu vas pas gagner, c'est sûr. Alors qu'en halfpipe, tu peux très bien tomber 2 runs sur 3 et dans le dernier run, plaquer quelque chose de formidable. D'ailleurs, ça s'est déjà vu aux Jeux Olympiques, etc. Et donc les attentes qu'on va avoir envers son pourcentage de réussite vont déterminer est-ce que je suis à l'aise avec mes perfs ou pas. Et ça va avoir beaucoup d'influence sur l'estime de soi, sur qu'est-ce que je remets en question, sur où réside la frustration, etc. Donc je sais pas exactement dans ta discipline à toi, à quoi il est juste de s'attendre. Tu vois, moi par exemple, quand je te disais
qu'au rendez-vous, j'ai compris que de toute façon, 10% des gens qui réservent rendez-vous avec moi ne viendront jamais au rendez-vous. C'est comme ça sur Internet, on n'a pas le choix. C'est très différent, évidemment, si tu prends rendez-vous avec un ami que tu connais, tu as moins de 10% de chances qu'ils viennent pas au resto avec toi. Parce que quand tu connais les gens, tout est différent. Mais quand tu passes par la publicité sur Internet, par exemple, comme je le fais, malheureusement, c'est comme ça. Et en fait, tu devrais pas te frustrer et te casser la tête à faire en sorte que les 10% de gens viennent. Juste, c'est un peu l'erreur statistique. Eh bien, c'est quoi l'erreur statistique qui est tolérable dans ta discipline et qui va te permettre de pas être frustré pour rien tant que c'est pas parfait? Bah oui, parce que si tu as le côté perfectionnisme négatif en toi, tel que le définissent les psychologues, tu pourrais te retrouver à courir sans arrêt après ce niveau de performance du 100%, alors qu'en fait, il n'a aucun sens. Parce que il n'y a pas de joueur de basket qui met 100% de ses shoots au fond du cercle. Et c'est très bien comme ça suffit, ça les empêche pas de jouer au meilleur niveau mondial. Alors pourquoi toi, dans ce que tu fais, tu t'attendrais à 100%? Si tu es anesthésiste, peut-être que ça vaut le coup de t'attendre à 100%. Et d'ailleurs, peut-être qu'il est beaucoup moins difficile d'être un anesthésiste successful qu'un joueur de basket successful. Ce que je veux dire, c'est que peut-être que la complexité de l'anesthésie, le fait que, tu vois, je sais pas, le joueur de basket, il a un défenseur en face qui veut l'empêcher de marquer. L'anesthésiste, en principe, il a personne qui défend, tu vois. Il a pas un infirmier qui est en train de mettre une autre molécule dans le sang pour faire en sorte que l'anesthésie marche pas. Et donc, quand il y a de la confrontation directe, évidemment, les stats peuvent être plus bas. Et c'est OK, ça fait partie du sport. De la même manière que, par exemple, dans l'entrepreneuriat, il y a des mois tu vas gagner de l'argent, des mois tu vas en perdre. Puisqu'il y a des mois tu vas investir dans des nouveaux projets. Par exemple, tu vas recruter quelqu'un. Au début, la première fois que j'ai lancé ce podcast, j'ai dû payer un ingénieur du son pour qu'il crée les épisodes. D'ailleurs, Geoffrey, si tu m'entends, merci beaucoup pour ton travail. Évidemment, je l'ai payé lui. Au début, hop, on investit de l'argent. Et peut-être on en récupère plus tard, ou peut-être pas. Et donc ça fluctue. Mais un salarié, lui, il n'a pas cette habitude-là. Il n'a pas l'habitude que tous les mois, sa rémunération soit différente, à moins qu'il soit commercial. Et là, en général, c'est un standard, puisque les commerciaux, ils ont une part de variable. Pourquoi je te parle de tous ces domaines de vie? Pour que tu ailles chercher, c'est quoi la norme dans le tien? Pour terminer, tu veux une stat sympa? Sur Tinder, les mecs, ils ont en moyenne, d'après la chaîne Poisson Fécond, ils ont fait 15 000 tests de match, une chaîne qui a 3 millions d'abonnés, là. Les mecs, ils ont en moyenne 0,5% de chance de matcher sur Tinder. Tandis que les femmes, elles, ils ont même essayé un profil où il y avait juste une photo d'une femme à la plage, mais c'est-à-dire qu'elle n'est même pas sur la photo, c'est juste une photo de coucher de soleil à la plage. Donc tu vois l'océan, le sable et le soleil. Cette femme-là avait, avec une seule photo sur laquelle elle n'est pas, 55% de match. Bon les gars, faut arrêter de matcher tout ce que vous voyez sur Tinder. Ce que je veux dire par là, c'est que si t'es un gars et tu te dis « Ah mais ça va pas du tout, j'ai pas le même niveau de succès qu'une fille sur Tinder, c'est pas normal », en fait, je voudrais te rappeler que c'est normal. C'est comme ça que l'algorithme fonctionne. Il y a probablement plus de gars sur l'appli, je suis pas un spécialiste en site de rencontre, pour aller voir d'autres gens pour ça, mais ce que je veux dire, c'est que selon le standard que tu te donnes, selon la norme qu'il y a pour toi, ça va influencer est-ce que tu te trouves nul ou pas. Et ça va influencer est-ce que tu donnes tout pour développer cette métrique ou est-ce que tu vas plutôt bosser sur autre chose. Alors choisis bien la norme, et je crois que tu pourras aller beaucoup plus facilement dans la direction dans laquelle tu vas aller. Salut. On dit souvent que le mental, c'est 70% de la performance à haut niveau. Pourtant, rares sont ceux qui l'entraînent au moins de 10% du temps. En écoutant jusqu'ici, t'as donné à la dimension mentale un peu plus de la place qu'elle mérite chaque semaine. Bien joué. Ma mission audacieuse, c'est d'aider le monde du sport à se transformer en profondeur, et je veux faire en sorte que plus aucun coach ne passe à côté de la psychologie de ses athlètes. C'est pour accomplir ça que je crée une tonne de vidéos sur YouTube et des épisodes comme celui que tu viens d'écouter. Alors, je vais pas te demander d'inscrire de force tes amis au podcast, et en même temps, si tu peux en parler à quelqu'un qui va l'adorer, quelqu'un à qui ça serait utile, ta recommandation, elle signifie beaucoup pour moi. Si chaque auditeur en parle juste à 2 autres, l'année prochaine, on sera des milliers de fois plus nombreux avec l'obsession progression. Salut!